Bonjour Damien Véron. Bonjour. Vous publiez le livre Tiphaine, où es-tu aux éditions La Bête Noire Robert Laffont, qui raconte votre combat pour retrouver votre sœur Tiphaine Véron. Tiphaine Véron qui a disparu le 29 juillet 2018 à l'âge de 36 ans à Nikko, au Japon, alors qu'elle entreprenait un voyage touristique. C'était la deuxième fois qu'elle se rendait dans le pays. Alors on va revenir justement sur les circonstances de sa disparition. Tiphaine logeait dans un hôtel à Nikko et on perd sa trace en fait en fin de matinée, un dimanche. Il y a une question qui se pose d'abord. Pourquoi vous ne croyez pas, voire vous n'avez jamais cru, à la thèse accidentelle qui est celle des enquêteurs japonais, lesquels semblent persuadés qu'elle est tombée dans une rivière environnante? Oui, très rapidement, en fait, ce qui nous interpelle lorsqu'on arrive, la police nous reçoit tout de suite, c'est qu'ils considèrent que c'est une piste, que c'est une piste accidentelle, donc une chute dans la rivière, en se basant sur un foulard quelconque qui est trouvé près d'une berge, un foulard qui n'appartient pas à Tiphaine. Donc c'est un argument finalement qui est assez faible, et puis surtout, ils nous expliquent qu'ils ne vont pas chercher. Donc nous, au début, on ne dit pas forcément que l'accident est impossible, on n'a pas d'éléments factuels à ce moment-là. C'est juste que nous sommes surpris que d'autres pistes ne soient pas menées, alors que le seul indice, c'est un foulard, en plus, qui n'appartient pas à Tiphaine, donc c'est très troublant. Ouais. Il faut le rappeler, Tiphaine avait l'habitude de voyager seule. C'était donc la deuxième fois qu'elle se rendait dans ce pays, le Japon. Votre problème, vous, qui se pose dès le départ, dès que vous apprenez la disparition de votre sœur, c'est un problème de communication avec les autorités japonaises. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu pourquoi ce problème s'est posé rapidement? Très rapidement, oui, effectivement, parce on les a d'abord au téléphone de France. Même s'il y a un contact s'établit, effectivement, c'est laborieux. Et le pire, c'est lorsqu'on arrive. Puisque nous, ils nous expliquent qu'il n'y aura pas de recherche. Donc, eux se vantent un petit peu d'avoir été voir les lieux que Tiphaine avait notés, ces lieux de visite qu'ils avaient retrouvés, parce qu'elle avait laissé dans sa valise les lieux qu'elle souhaitait visiter. Donc, eux considéraient qu'ils avaient été voir, qu'ils avaient envoyé une voiture de police, que c'était déjà pas mal. Sauf que nous, on a dit, mais attendez, c'est pas assez, faites plus, il faut faire ci ou ça. Et au Japon, ça se passe pas comme ça. Donc, il y a eu un choc de culture assez entre deux dialogues tellement différents, de cultures différentes, qu'effectivement on se heurtait et ça a été très laborieux et on n'arrivait pas à se comprendre du tout au début. Vous racontez même une scène, je crois que ça se passe dans une voiture, où il y a un représentant de ces autorités japonaises qui vous parle de la disparition de votre sœur, ce qui est donc déjà dramatique, et qui a un espèce de petit rire, un petit rire nerveux, comme ça. Vous vous en souvenez? Mais oui, mais là, ça aussi, ça illustre parfaitement le choc de culture, parce qu'en fait, ce rire nerveux, en fait, c'est avant tout un rire de gêne, pas de mépris. Donc nous, en posant nos questions, on disait, mais pourquoi il rigole? Et en fait, c'est pas du tout c'était juste un rire de défense, hein, parce que je pense qu'on avait dû les offusquer dans nos affirmations, parce qu'on arrivait, on dit, mais attendez, il faut faire ça, on comprend pas pourquoi vous le faites pas. Sauf qu'au Japon, ça se passe pas comme ça. Il faut commencer par le protocole. Donc oui, on a dû... eux ont fait des impairs en, en, en ne s'adaptant pas forcément à nos manières, c'est-à-dire en annonçant de manière très brutale. Le premier jour, ils nous ont donné la valise de Tiphaine en disant rentrez chez vous, c'est terminé, il ne se passera plus rien. C'est impensable pour des. On vient de perdre notre sœur, on ne sait pas où elle est, peut-être qu'elle attend quelque part qu'on vienne la secourir. Donc pour nous, c'est impensable. Et nous, de notre manière, on les a tout de suite, tel qu'on ferait en France, accusés. Enfin, en tout cas, on leur a posé plein de questions en disant faut faire ça, ci ou ça. Donc oui, bing, le choc a été assez terrible. Très bien. Effectivement, vous mettez en cause leur méthode, parce qu'il y a effectivement tout de même des recherches qui sont faites. Vous-même, vous sollicitez les médias français, bien sûr, mais aussi les médias locaux, les médias japonais. Et il y a également une scène où, pendant que vous parlez face caméra aux médias sur place, au Japon, il y a des hommes grenouilles qui vont plonger dans la rivière derrière, mais vous soupçonnez une mise en scène juste pour satisfaire les médias. Mais en fait, au début, c'est ça. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi. On se dit, mais quel intérêt de faire une mise en scène au lieu de faire les choses? Mais c'est qu'en fait, on a découvert la première raison, mais on le découvre petit à petit, c'est ce qu'on explique dans le livre, c'est que tout d'abord, au Japon, il y a le phénomène des évaporés, les Jouatsu. Donc déjà, il n'y a pas de recherches qui sont faites. Donc en fait, ils se sont retrouvés un petit peu, parce qu'il y a aussi une question d'honneur au Japon. Donc du moment où les médias expliquent que tout n'a pas été fait, eux, en mettant des hommes grenouilles
les médias ont tout de suite filmé cette intervention, ce qui fait que l'honneur était sauf le soir. Donc vous voyez, il y a quand même des choses. Donc en fait, oui, c'était une mise en scène dans l'idée de sauver les apparences. Vous avez parlé des évaporés, qui est un phénomène japonais de très nombreuses disparitions chaque année au Japon. Vous vous êtes renseigné sur ce phénomène, du coup? Oui, on a eu beaucoup de... Alors au début, on était un peu perdu parce qu'on avait beaucoup d'informations. On a un enquêteur privé qu'on a rencontré après qui nous disait qu'il y en avait 500 000. D'autres expliquaient que c'était moins, d'autres plus. Donc finalement, en réussissant à avoir des données officielles de la préfecture de Tochigi sur une année, donc Tochigi, il y a 47 préfectures au Japon, c'est pas forcément la plus peuplée, il y a à peu près 2700 disparus par an. Donc si on fait un calcul rapide, on arrive à peu près à 120, 130 000. Donc on voit que c'est pas un mythe, qu'il y a bien qu'il y a bien beaucoup de disparitions chaque année et que leur manière de fonctionner est liée à ça. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est disparu, il n'y a pas de recherche. Et on sait à quoi sont liées ces disparitions chaque année, ces nombreuses disparitions? C'est vraiment ce qu'on a découvert, c'est que le Japon, c'est vraiment comment dire, c'est pas une vie de façade, mais l'honneur compte beaucoup. Donc lorsque vous perdez votre emploi, lorsque vous avez des problèmes de couple dans votre vie, c'est presque, si vous voulez, quelque chose qui ne doit pas être perçu, à un moment donné, lorsque la limite est atteinte, vraiment, lorsqu'ils ont l'impression que le déshonneur est jeté sur eux, à ce moment-là, ils disparaissent. Donc du jour au lendemain, après avoir perdu un emploi, Ils se suicident dans la nature, ils certains refont leur vie suicident ou ailleurs? certains changent de préfecture et refont une autre vie. Il n'y a pas de... En fait, d'une préfecture à l'autre, ce qu'on a découvert, qu'il n'y a pas forcément de traçabilité aussi. Donc il y a 47 préfectures, si jamais un japonais disparaît de la préfecture de Tokyo et va dans une autre préfecture, effectivement, il n'est pas forcément tracé ou repéré. Donc il intègre les chiffres des disparus. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup ne sont pas déclarés. Donc c'est pour ça on se dit 100 000, 110 000 connus. Lui, l'enquêteur, parlait de 500 000. L'enquêteur japonais privé. C'est peut-être beaucoup, mais bon, c'est ces chiffres. Mais il n'empêche, vous dites que au Japon, à partir du moment où il n'y a pas de corps retrouvé, qu'il y a donc simplement une disparition, il n'y a pas d'enquête criminelle à proprement Et parler. le pire, c'est que même quand vous avez des corps retrouvés, là, il y a eu en début d'année un corps retrouvé démembré dans une valise à côté, tout près d'un golf de l'hôtel de Tiffen. C'est quand même pas rien, un corps démembré. Mais vous n'avez pas d'enquête d'investigation criminelle, malgré tout. Pourquoi? Le système, ce qu'on en a découvert, c'est que le système japonais, et vous n'avez pas de juge d'instruction, à chaque fois que des affaires sont résolues, c'est des gens qui sont pratiquement pris en flagrant délit. Nous, on le voit, par exemple, il y a eu un test au luminol dans la chambre de Tiffen avec des traces de sang, et ben, malgré tout, c'est pas une preuve suffisante pour ouvrir une enquête criminelle. Un hôtelier qui annonce, qui se trompe, en tout cas qui explique que Tiffen est partie avant 10h, alors qu'en fait, jusqu'à pratiquement midi, elle est dans son hôtel, enfin 11h40, on se dit c'est suffisant. Et ben, pas au Japon. Vous avez un faux guide qui rôde, qui agresse les femmes. C'est pareil, nous on l'a mis dans le listing de gens à interroger. Ben, c'est pareil, c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment un autre système. C'est très particulier. Clairement, vous pensez que l'enquête menée par les autorités japonaises, par les policiers japonais, a été bâclée? Bâclé peut-être pas, c'est juste qu'en fait ils fonctionnent comme ils font habituellement. C'est-à-dire ils retrouvent un corps, bon bah il n'y a pas d'enquête ouverte, il y a un disparu, ils ne le cherchent pas. Donc en fait je pense qu'on a... Non, ce qu'on reproche nous plus aux Japonais, c'est que simplement leur système leur permet peut-être pas d'agir, mais Tiffen est française, il y a eu un juge d'instruction français qui a été nommé, donc nous ce qu'on voulait c'est qu'au moins ils puissent laisser à la France la possibilité d'agir. En fait c'est plutôt ça en fait qui pour nous est intolérable. Alors de fait, justement, parlons-en. Il y a cette enquête côté japonais, mais en France, il se passe aussi des choses. Vous saisissez une avocate, d'abord, à Poitiers. Ensuite, vous avez changé d'avocat, vous êtes allé avec Éric Dupond-Moretti, puis il est devenu ministre, vous êtes passé avec son associé Antoine Wey. Il y a une juge d'instruction française qui a été saisie, et des policiers français se sont également occupés du dossier. Ils sont allés sur place, je crois. Tout à fait. Tout à fait, effectivement, on a porté plainte à Poitiers, une instruction a été ouverte pour enlèvement et séquestration, effectivement. Donc rapidement, notre premier avocat a fait une demande d'acte qui a été ensuite qui a été traduit sous la forme d'une commission rogatoire internationale, donc qui a été envoyée aux Japonais. Et en fait, rapidement, comme ils le faisaient au début, ils n'ont jamais répondu. Ils ont juste renvoyé quelque chose de très vague, ne répondant pas au juge qui demandait les vidéos de surveillance, le dossier complet. Enfin, en tout cas, tout est revenu vide. Donc ça ne permettait pas au juge d'instruire.
Sauf que nous, au Japon, ce qu'on a fait, c'est que, comme il y a une médiatisation assez importante, nous, on a réussi en fait à être reçus par la police locale. Et l'ambassadeur de France au Japon, Laurent Pic, à l'époque, était en lien constant. C'est-à-dire qu'on a réussi à maintenir un lien quand même. Donc ça a permis aux policiers français, en juin 2019, de faire un aller-retour très rapide de Nikko pour récupérer, pour la première fois, enfin des premiers éléments. En fait, ils ont un petit peu fait les facteurs du juge, puisque les choses ne revenaient jamais. Donc simplement, ce qu'ils ont ramené ont montré qu'il y avait besoin d'avoir une vraie enquête, puisque on a eu des bouts d'audition qui ont eu lieu longtemps après, et puis sans contexte. On voit juste l'hôtelier qui répond à une question, on ne comprend pas le contexte. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous interpelliez quelqu'un dans la rue et que vous notiez sa réponse. Enfin, il n'y a pas de cadre. Donc ça a montré qu'il fallait une vraie instruction. Oui. Pourtant, je crois que vous avez été également déçu par le travail des policiers français. Ils ont été formidables tout de suite. Ils ont fait tout de suite des réquisitions auprès de l'opérateur de la téléphonie. Après, ils étaient bloqués puisque ça devait être fait au Japon. Ils voulaient aller tout de suite au Japon. Ils ont été très réactifs. Sauf que, au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu un découragement. Et lorsqu'ils y sont allés, nous, on s'est dit « Ah, c'est merveilleux, enfin !» Ils ont fait un rapide aller-retour. C'est une manière de rencontrer leurs homologues japonais pour enfin y retourner et faire des vraies investigations. Et en fait, ils sont revenus. Ils ont expliqué que les conditions météo étaient mauvaises et que la piste accidentelle était privilégiée. Sauf que, ensuite, nous avons recruté Maître Antoine Vey, qui, lorsqu'il a fait une demande auprès du juge expliquant une analyse profonde des données de la pluviométrie, a bien montré qu'il n'y avait pas de crue, pas de typhon, et donc que la piste accidentelle tombait. Donc je pense que la police, devant la difficulté, a préféré ne pas dire qu'ils n'avaient pas le temps ou pas les compétences, et on préférait dire que finalement ça relevait plus de la piste accidentelle, ce qui est faux. Alors c'est là qu'intervient un autre personnage important dans ce dossier, Jean-François Abgral. Alors Jean-François Abgral, c'est un ancien gendarme qui est connu puisque c'est lui qui a permis d'arrêter le tueur en série Francis Holm. Il a quitté la gendarmerie, il est devenu enquêteur privé, et vous l'avez sollicité. Comment ça s'est passé avec lui? En fait, ça s'est très bien passé. Maître Antoine Vey, quand il nous a reçus, il a dit c'est très simple. On voit vraiment l'avocat brillant qui avait tout de suite, qui a l'habitude des dossiers complexes, parce qu'il a dit on va faire deux choses. On va continuer à solliciter le juge pour qu'il y ait un déplacement du juge d'instruction et essayer aussi en parallèle d'avoir un enquêteur privé. Donc il y a eu plusieurs noms qui ont circulé. Il a ensuite effectivement contacté Jean-François Abgral qui a accepté de prendre notre dossier, qui comme Antoine Vey a réalisé qu'il y avait beaucoup de manques et qu'il y avait beaucoup de choses à éclaircir et que la piste criminelle était aussi à développer, enfin, à étayer. Et vous êtes toujours avec vous travaillez toujours avec cet enquêteur chevronné, Jean-François Abgral? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, le temps du juridique et le temps de l'enquête est toujours un petit peu différent, puisque lui, Antoine Vey, les demandes sont concrètes tout de suite. Est-ce que les données téléphoniques sont encore sauvables ou pas? Est-ce qu'on peut analyser le luminol? Les demandes sont différentes. Alors que Jean-François Abgral, je pense, aura besoin d'essayer de sonder les suspects. C'est plus le flair du spécialiste. Donc oui, il est toujours... Il va lui-même aller interroger des personnes au Japon. Je ne sais pas exactement comment il va procéder. Je pense qu'il va y avoir une phase d'observation pour voir comment les gens se déplacent à Nikko, le contexte de l'hôtel. Donc je pense qu'il aura besoin d'y aller. Le Covid l'avait empêché d'y aller, mais on voit qu'il a quand même déjà posé des jalons. Alors justement, l'enquête se poursuit, hein. Donc maintenant ça va faire 4 ans que Tiphaine a disparu. Quelles sont encore les pistes qui restent à explorer? Je crois qu'il y avait un problème avec les données numériques que vous avez eu du mal à récupérer, c'est-à-dire les données qui permettaient de géolocaliser et de voir l'activité numérique de Tiphaine juste avant qu'elle ne disparaisse. Ça, le téléphone, c'est vraiment un sketch depuis le début. Mais enfin, en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en France, les policiers français l'ont fait tout de suite, la géolocalisation. Sauf que la colonne géolocalisation restait vide puisqu'on était au Japon. On ne comprenait pas pourquoi une réquisition auprès des opérateurs téléphoniques n'était pas faite. Et lorsque l'ambassadeur le demandait, ou nous, lors des réunions, on n'avait jamais de réponse claire. Mais en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de mandat officiel. Donc là, maintenant, il y a deux possibilités. Soit elles ont été définitivement détruites, donc on ne saura jamais,
où soit la demande de Laurent Pic à l'époque, l'ambassadeur de France au Japon, a fait une demande que une saisie conservatoire des données soit faite. Donc si elles ont été faites, peut-être qu'on pourra les exploiter. Parce que là, vous avez eu affaire à la politique des grands groupes, de la protection des données numériques, des données privées. Comment ça s'est passé? À qui vous avez eu affaire pour obtenir ces données ou pour essayer d'obtenir ces données? Il y a eu deux choses. C'est que d'abord, il y a eu les données GPS, qu'on a pu, enfin plutôt Google. Là, on a réussi. Alors, on avait de la chance, c'est que Tiffen, étant très organisé, avait laissé tous ses codes à notre mère. Donc, on a pu aussi accéder à son compte Google. Donc, on a eu la chance avec Google de ne pas vraiment être bloqué par justement les protections de données, puisqu'on avait accès à sa boîte mail. Après, grâce à des contacts, on a réussi à remonter très haut chez Google pour réussir à avancer davantage. Mais Google, on peut dire qu'on a réussi presque à faire le tour. Non, après, au niveau de la téléphonie, oui, c'est plutôt Free. Mais là, on a eu une vraie collaboration avec Xavier Niels et son bras droit. Donc, ils sont vraiment sympas parce qu'ils ont vraiment essayé de peser. Donc, ils ont essayé de nous aider à avancer. Sauf que le problème, c'est qu'après, l'opérateur japonais, c'est SoftBank. Et là, effectivement, vous avez raison. Si jamais vous n'avez pas de mandat officiel ou de perquisition, vous avez beau leur demander, il y a la protection des données et ils vous disent non. Donc, en fait, on en est là. Le blocage, il est là, en fait. C'est au niveau de l'opérateur japonais. Je comprends. Vous l'avez dit, vous avez été empêché, vous êtes rendu plusieurs fois au Japon, mais vous avez été empêché de le faire plus à cause du Covid. Ouais. Les frontières sont ouvertes. Qu'est-ce que vous avez prévu maintenant? Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment ouvertes. Enfin, en fait, c'est juste ouvert aux groupes, c'est-à-dire un voyage très structuré et organisé pour les groupes. Donc, ça ne permet pas d'y aller individuellement et de faire ce que vous voulez. Donc, effectivement, c'est quand même en bonne voie, mais pour l'instant, c'est compliqué. Le tourisme individuel n'est pas encore possible. Donc, il va falloir qu'on travaille. Maître Antoine Weil, lui, cible plutôt pour lui, en espérant que le juge l'accompagne pour un déplacement avant la fin de l'année. Donc, on espère. Quant à Jean-François Abral, c'est complètement différent parce qu'il ne peut pas être. Il a besoin d'être libre. Il ne peut pas y aller dans un groupe de voyage. Donc, il faut voir après comment lui compte s'organiser pour y aller. Alors, tout au long de cet entretien, on a évoqué plusieurs pistes pour tenter d'expliquer la disparition de Tiffen. La piste des enquêteurs japonais et français, donc c'est plutôt l'accident, le fait qu'elle ait chuté dans la rivière et qu'elle ait pu se noyer. Mais vous avez parlé, vous, de l'attitude étrange de l'hôtelier, là où elle dormait, qui s'est contredit sur les horaires de départ de Tiffen ce matin-là de l'hôtel. Vous avez parlé également d'un faux guide qui apparemment sévissait dans le périmètre pour attirer des personnes avec lui. Quelle est finalement votre thèse privilégiée aujourd'hui? Non, moi je pense qu'elle a rencontré quelqu'un de malveillant. Ouais. Ça me paraît. Moi je suis un peu chiffonné. Enfin, cette histoire d'hôtel Alors je dis pas que c'est l'hôtelier, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui étaient dans l'hôtel. Notamment il y avait un salarié japonais seul. On ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être a-t-il agressé Tiffen. Mais c'est vrai que le problème le luminol, forcément, qui est quand même quelque chose de lourd, parce que ça tout laisse à penser qu'il y a du sang, et les contradictions d'hôtelier, on ne sait pas ce que font les touristes, me font penser que c'est une agression probablement dans l'hôtel ou proche de l'hôtel. Et votre famille, donc vous avez une sœur, Sibylle, vous avez un frère qui est cité dans le livre, vous avez des parents. Est-ce que tout le monde est sur votre conviction? Il y a eu deux. Alors nous déjà, on a été élevés par notre mère, donc c'est vrai qu'on est très proches tous les quatre autour de notre mère. Nous, on s'est dit quoi qu'il en soit, faut retrouver Tiffen. Après, notre père qui a pris plus de recul tout de suite, lui a été plus fataliste en disant probablement un accident. Enfin c'est un accident. Finalement le combat c'est trop lourd à poursuivre. Donc il a préféré ne pas poursuivre. Donc c'est vraiment un combat, et contrairement à mon petit frère, même s'il nous soutient, évidemment, il a aussi pris un petit peu de recul. Donc on peut dire que c'est vraiment un combat qu'on mène à trois. C'est-à-dire ma mère, moi et Sibylle. Et donc ce combat est raconté dans le livre Tiffen, où es-tu, aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci infiniment.